Mutter Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Klingen? Hörst du nicht die Klingen? Ding-dang-dong, ding-dang-dong. Péché si horrible que j'ai commis dans ma vie pour mériter de finir ainsi. Jakob, schläfst du noch? Et dire que de cette langue barbare est né le divin Mozart. Herr Mozart, mon cœur s'appelle Franny Balungen, je vous prie de vous taire. Herr Casanova, warum nennen Sie mich Franny Balungen? Mein Name ist Gudrun. Gudrun! Taisez-vous et apportez-moi les lettres de Manon Baletti. Manon Baletti? Pas ist Manon Baletti. Pas question, contentez-vous de m'apporter ces lettres. Et quoi voulez faire mit diesem Briefen? Quand vous déciderez-vous à faire ce que je vous dis? Mêlez-vous de vos affaires et apportez-moi ces lettres. Je veux les lire encore une fois. Manon Baletti. Une dernière fois. À quoi bon te créer d'inutiles regrets, Casa? Regarde, je vis ce que je fais, Manon. Je finis mes jours en bohème, comme bibliothécaire. Je vis entouré de gens qui me veulent du mal. Je suis seul et je n'ai rien. Rien que mes souvenirs que j'ai couchés sur le papier. Et l'autre, que fait-elle? Elles viennent, ces lettres? Ich komme gleich. Pourquoi ne les as-tu pas brûlées? Pourquoi l'aurais-je fait? Elles ne signifient plus rien maintenant. Elle me rappelle que nous nous aimions. C'est du passé. C'est mon présent. Vous parlez qui? Apportez-moi ces lettres, bougre de Multeton! Warum Sie sind immer nur in einem Schreiben für die Brief? Je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Pourquoi êtes-vous toujours en train d'écrire, vieux débris? Mais de quoi se mêle cette paysanne? Herr Casanova, Sie sind ein ganz schlechtes Bibliothekars. Monsieur Casanova, vous êtes un très mauvais bibliothécaire. Die schreiben Bücher, anstatt sie zu ordnen. Vous écrivez des livres au lieu de les ranger. Ce n'est plus que ça, l'écriture, pauvre ignorante. C'est le seul remède que j'ai trouvé pour ne pas devenir fou. Mourir de chagrin, ici, dans ce château où je suis seul, et que tout le monde m'en veut. Ma vie aurait dû tourner autrement. J'aurais dû t'épouser. Tu n'y crois pas toi-même. Nous serions mariés ensemble. Nous ne serions pas comme nous sommes là. Toi dans l'autre monde, moi seul ici. Et tu ne serais pas celui que tu es, celui que tu as construit pour la postérité. Si tu savais que je m'en moque. Je n'ai pas le souci de l'avenir. Je ne vis que dans le passé. Je me souviens encore du jour où je t'ai retrouvée jeune femme, là où je t'avais laissé enfant. Tu mangeais encore aux cuisines avec les domestiques, tandis que les grands prenaient leur repas ensemble. Tu enrageais. Tu trouvais que tu ne grandissais pas assez vite. 7 ans plus tard, nous étions le 5 janvier 1757, évadés depuis peu de la forteresse des Plombs à Venise. J'arrivais à Paris, où j'espérais trouver un protecteur et du réconfort auprès de mes amis, les Baletti, la famille de Sylvia, la célèbre comédienne. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Klingen, hörst du nicht die Klingen? Ding, Manon. dang, dong. Manon, ma fille, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ah, diantre, le vacarme, c'est donc vous. Je faisais que chanter, père. Vous me demandez aussi qui pouvait bien scier du bois dans le logis. Ayez l'amabilité de baisser d'un ton
Dites-moi de qui vous tenez ce pince-oreille. De Monsieur Clément. Ne trouvez-vous pas cet air amusant? S'il me reste dans la tête, comme je le présume, il ne va pas m'amuser longtemps. Je croyais que ce monsieur vous enseignait la musique. Il m'apprend le clavecin, père. Eh bien, qu'avez-vous besoin de chanter en plus de ça? C'est lui-même qui m'y encourage. Il considère que le chant m'aidera à affiner ma sensibilité musicale. Dans l'absolu, il n'a sans doute pas tort. Mais j'espère pour la tranquillité de tous qu'il est meilleur professeur de clavecin qu'il n'est professeur de chant. Mais tenez, puisque nous parlons de lui, consentez-vous toujours à l'épouser? Je ne vois pas pourquoi je vous le refuserais. Sait-on de quoi l'avenir sera fait? Maman le désire ainsi. Ne le voulez-vous pas vous-même? Mais là n'est pas la question. De vrai, je n'ai rien de sérieux à opposer à ce monsieur Clément. C'est un homme fort courtois, quoique professeur de chant. Et si je devais lui donner la qualité d'honnête homme, je la lui donnerais sans trop de remords, mais... Oui, ce Clément semble bien gentil. Avec cela, Avec cela, en tant que père, je me dois de vous prévenir contre un mariage précipité. Un homme de la profession de ce monsieur... est-ce parce qu'il est professeur de musique que vous le rebutez? Ah non! C'est parce qu'il apprend à ma fille à chanter en allemand. De la part de quelqu'un qui est censé enseigner la musique, cela me paraît suspect. On a pu assez parler de lui. Avez-vous appris la nouvelle du jour? Quelle nouvelle? Le roi a été assassiné. Le roi? Assassiné? Mais quand? Aujourd'hui même. Mais qui a osé? Qui s'en est pris à lui? Cela, je ne sais. On ne peut rien saisir à ce sujet tant les rues grouillent de monde. Une foule de gens courent et se pressent dans la plus grande confusion. Et chacun de lever les bras au ciel et de crier à droite et à gauche « Le roi est assassiné! On a assassiné le roi !» N'avez-vous pas entendu le bruit que tout cela fait dehors? Non, mon père, je chantais. Ah, vous chantiez. J'en suis fort aise. Écoutez, ma fille, l'heure est grave. Il n'est pas impossible que la mort du roi soit l'effet d'un complot. Et l'Empire germanique y est sans doute mêlé. Aussi, pour votre bien, je vous conseillerais de renoncer à votre comptine. Je ne voudrais pas vous voir accusé d'un crime de lèse-majesté. Si cela suffit à votre tranquillité, je consens à ce petit sacrifice. Me voilà rassuré. Je chanterai plutôt en espagnol. Seigneur, elle va nous mettre toute l'Europe à dos. Enfin! Ah, Sylvia. Ah, comme si le gel et le froid ne suffisaient pas, j'ai cru que je n'arriverais jamais à fendre cette foule qui se presse depuis la comédie jusqu'ici. C'est une véritable marée humaine dans tout Paris. Avec le sac et le ressac qui vont avec. Gare au mal de mer. Ah! Comment allez-vous? Je vais bien aujourd'hui. Vous savez que vous ne devez pas vous fatiguer. Ne trouvez-vous pas que cela réchauffe le cœur de voir le peuple manifester ainsi son amour pour le roi? Vous savez la nouvelle donc? Eh oui. Le roi est mort. Non. Le roi est vivant. Il a échappé à l'attentat? Au contraire, il a bien été poignardé. Mais quel sera son sort alors? On ignore s'il survivra car la blessure semble profonde. Qu'en est-il de l'assassin? Il a été arrêté. Qui est-il? Il n'est connu de personne et aurait agi seul. Mais quelle sorte de monstre peut bien vouloir s'attaquer à un si bon roi? Il est vrai que des hommes comme le roi Louis sont devenus impossibles. Le moule en est cassé. Mais espérons pour son salut. Il n'est pas mort encore. Il faut prier pour lui. La prière attendra. Pour le moment, j'ai une autre nouvelle qui vous réjouira davantage. Et de quoi pourrait-on se réjouir en un moment pareil? Giacomo est à Paris. Giacomo? Giacomo Casanova. Lui-même. Mais c'est une très bonne nouvelle. Depuis quand? Il est arrivé d'aujourd'hui. Comment l'avez-vous appris? La rumeur court vite à Paris. Depuis son évasion des plombs, je me demandais où il réapparaîtrait. Savez-vous où il loge? Ah! Je compte bien qu'il descende de chez nous. Je ne concevrais pas qu'il se choisisse un autre séjour que le nôtre. Où il sera le bienvenu.
Vous l'aimez donc tant que cela, votre Casanova? Comme s'il était l'un de mes enfants. Cette affection fit d'ailleurs jaser tout Paris. Mais oublions cela. Casanova chez Sylvia. Voilà qui mettra un peu de gaieté dans cette maison. J'espère qu'il nous contera son évasion. Ses récits sont toujours hauts en couleur. Oui, il semble fort doué pour raconter des histoires. Que dites-vous, mauvaise langue? Ce que la rumeur rapporte de ce monsieur qu'on dit libertin. Ah, vous savez cela, vous. Ce n'est certes pas au couvent des Ursulines où vous étiez que vous auriez eu vent de ses exploits. Ah, c'est à voir. Je gage que les bonnes sœurs vous en auront fait un portrait peu ragoûtant, qu'elles vous l'auront peint comme un chien, un enragé, un diable, un turc, un hérétique qui passe cette vie en véritable bête brute, en poursuivicure, en vrai sardanapale. Ce serait donc un Don Juan que votre Casanova. Mon Casanova, comme si vous ne connaissiez pas. J'étais une enfant, alors pour moi ce n'était qu'un vieux de plus. Pourtant, il vous aimait beaucoup, savez-vous? Il vous a même fait sauter sur ses genoux. Il a fait cela? Oh ben, en effet, c'est inoubliable. Et je lui en dois une grande reconnaissance. Comment cette image de Casanova n'était pas restée gravée dans ma mémoire? Cela vous faisait pourtant bien rire à l'époque. J'ai grandi depuis. Laissez cette petite revêche juge Casanova par la réputation qu'on lui a faite et non par les souvenirs que nous gardons de lui. À vous dire la vérité, tout ce que m'évoque son nom tient en 3 mots. Lentilles, poireaux, topinambour. Dès qu'il venait souper à la maison, c'est-à-dire tous les soirs, vous m'envoyez manger à la cuisine. Si bien que la seule impression que j'ai de son séjour parmi nous, c'est un goût de potage. N'ai jamais été plus sincèrement aimé que par les bains des Tigres. J'embrassais avec transport le père et la mère que je retrouvais tels que je les avais laissés. Mais je fus vraiment frappé à la vue de leur fille, que je découvris grande et bien formée. Manon avait 17 ans. Elle était devenue belle. Sa mère l'avait élevée avec soin et lui avait donné les meilleurs maîtres, car Manon était douée de dispositions excellentes, vertu, grâce, talent, et ce savoir-vivre qui est, avec le tact des convenances, la première des politesses. Manon, taisez-vous et laissez finir Giacomo. Maman, est-il obligé d'être aussi long? Il faut bien qu'il nous conte les choses dans leurs détails. Mais pourquoi est-il le seul à avoir le droit de parler? Voudriez-vous raconter son histoire à sa place? Mais maman! Manon, taisez-vous. Continuez, je vous prie. Je prends donc un fiacre et je me rends à l'hôtel de Bourbon, dans l'intention de rencontrer mon ami, l'abbé de Bernis, entré depuis peu au conseil du roi. J'arrive, il n'y est pas, il est à Versailles. À Paris, plus qu'ailleurs, il faut aller vite et battre le fer tant qu'il est chaud. Impatient de voir l'accueil qu'il me ferait, je prends un cabriolet et j'arrive à Versailles vers 6h30. 6h30, mais que cette journée est longue. Mes aventures. Nos équipages s'étaient croisés en route et le mien n'avait point arrêté les regards de son Excellence, qui était retourné à Paris. Remontant dans ma voiture, je me disposais à retourner sur mes pas. Et le voyage de retour? Je remontais dans ma voiture, mais arrivé à la grille du château, j'ai vu la foule. Une foule immense et agitée, sur laquelle des mains flottaient comme autant de noyés ballottés par les vagues. Gare mal de mer! Manon! Taisez-vous donc! Mon cocher, effrayé, ne pensait qu'à avancer. Mais on arrêta la voiture. On me fit descendre et entrer dans le corps de garde, où il y avait déjà du monde. En moins de 20 minutes, nous étions plus de 20 personnes arrêtées, tout aussi étonnées de l'être et tout aussi coupables que moi. Je ne savais que penser. Et, ne croyant pas aux enchanteurs, je croyais rêver. Bah vivement le réveil. Nous étions là, mornes, silencieux. Nous nous entre-regardions sans oser nous parler. La surprise se peignait sur tous les traits. Chacun éprouvait de la crainte, tous sachant qu'ils étaient innocents. 5 minutes après, un officier entra. Nous crûmes notre heure arrivée. Crédule, crédule. Il entra
Et il nous dit que nous étions libres. Le roi est seulement blessé et on l'a porté dans son appartement. Remonté dans ma voiture et très content d'y être. Je me remis en route vers Paris, où je mis environ 3 heures pour le Oh non, 3 heures! Serait-ce trop vous demander de bien vouloir abréger le terme? Ben non, voyons. Laissez, je vous en prie. Laissez-la dire. Allez donc au fait, et dites-nous comment va le roi. Le roi se porte bien. La blessure qui lui a été faite n'est que légère. Néanmoins, son médecin l'a saigné pour le soulager de la peur qu'il a eue. Mais il pourrait fort bien aller à Trianon, à son parc Auxerre, s'il en avait envie. Votre impatience est-elle satisfaite? Quel besoin aviez-vous d'aller et de venir de Versailles pour nous dire une chose aussi simple que le roi se porte bien? Manon, veuillez s'il vous plaît ménager notre invité. Laissez. Cette spontanéité me ravit. Je suis aussi charmé du mérite de votre fille qu'enchanté de ses belles qualités. Aussi, j'ai lieu de m'applaudir de toutes les marques d'amitié dont elle me fait l'objet. Vous m'avez fait sauter sur vos genoux, monsieur, cela ne craignait rien. Bâti comme vous l'êtes, si la chose se reproduisait, je ne réponds pas de moi. Avec la figure que vous avez, vous ne devez vraiment pas vous y attendre. Ma figure a-t-elle quelque chose qui vous déplaît? On m'a beaucoup parlé de vous, monsieur. Et je m'attendais à découvrir un monument de charme, de séduction et de charisme. Mais finalement, c'est vous que je trouve. Un mythe s'écroule. Vous m'envoyez navré. Mais je vous accorde toutefois que vous seriez un bien bel homme. Ah, tout de même. Si vous n'étiez pas laid, Manon, cela suffit maintenant. mais la laideur ne compte pour rien si l'esprit est là, n'est-ce pas? Vous en avez, m'a-t-on dit. Mais je le cherche depuis tout à l'heure dans ce que vous débitez et je n'y vois que de la banalité bien distribuée. Voyez-vous ça? Oh oui, je le vois. Oh, vos yeux sont bien vifs, monsieur. Ne leur donnez pas, s'il vous plaît, cet air féroce. On pourrait y déceler de la susceptibilité, de la rancœur ou de la colère. Autant de qualités qui ne siègent point à un honnête homme. Dites-moi, depuis quand le lait ne vous sort-il plus du nez pour avoir une connaissance si avisée de mon caractère? Brisant, si vous le voulez bien, Brisant. Et parlons d'autre chose. Excellente idée. Il me tarde de connaître le récit de votre évasion. Je voudrais comprendre comment vous vous y êtes pris. La forteresse des Plombs est réputée inexpugnable. Et l'on dit que nul ne peut s'en évader. Nul, sauf moi. Alors ce serait donc vrai? Vous seriez un homme extraordinaire. Manon, vous n'allez pas. Mon dessein est de le laisser parler, je vous jure. Allez, monsieur l'aventurier, dites-nous comment vous avez opéré. Ma petite, le récit risque d'en être un peu long. Eh bien, dites-nous cela en abrégé. Mais je suis sûre que monsieur peut tout raccourcir sans rien noter à l'intérêt de sa merveilleuse aventure. Ou bien c'est qu'il n'a pas vécu ces choses et qu'il veut nous faire croire des balivernes. Fort bien. Je dirais donc, de façon succincte, que les inquisiteurs de l'état de Venise me firent enfermer sous les plombs, qu'au bout de 15 mois et 5 jours, je parvins à percer le toit, que, par une lucarne, je parvins dans la chancellerie dont on m'ouvrit la porte au petit matin, qu'après cet exploit, je descendis dans la place Saint-Marc, d'où je pris une gondole qui me transporta à terre ferme, d'où je suis venu à Paris, où j'ai l'honneur de me faire traiter de mythomane par une boutonneuse. Et je fais assez court. Vous avez été parfait. Maintenant, vous pouvez vous taire. Eh bien, soyez satisfaite. Ah non. Non. Dites-nous donc ce que sont ces plombs à Venise. Il me faudrait au moins un quart d'heure pour raconter cela et Manon ne le supporterait pas. Oh, Manon, Manon. Comment avez-vous fait pour percer le toit? Et comment êtes-vous passé d'une lucarne à l'intérieur de la chancellerie? Encore une fois, Mario, il nous faudrait du temps pour expliquer les Avec le choses. peu que vous avez dit, c'est comme si nous ne savions rien. Nous avons manqué une bonne histoire par votre faute. J'espère que vous êtes fiers de vous. Ce n'est pas si grave, vous ne seriez pas allé au bout. Voici l'heure du souper. Où voulez-vous que j'aille? À table avec les grands ou dans les cuisines? C'est inouï. Inouï. De qui peut-elle tenir un si mauvais caractère? Je vous
fais mes plus plates, mes plus basses, mes plus humbles excuses pour la façon dont elle vous a traité. Elle ne m'a pas attaqué sans bon sens. Je plains de bon cœur le malheureux qui épousera cette harpie. Monsieur Clément ne manquera pas de l'adoucir. Espérons-le pour lui, monsieur Clément. Oui, nous avons réussi à la fiancer. Un homme qui lui témoigne déjà beaucoup de complaisance. Il lui laisse jouer du clavecin. Et chanter surtout. Et je ne vous dis pas en quelle langue. Mais elle a raison sur un point toutefois. Il est l'heure de souper. Passez dans la salle à manger, je vous prie. Je souhaiterais dire quelques mots à notre ami. À votre guise. Souhaitez-moi bonne chance, je vais affronter la Gorgone en personne. Bonjour, Casanova. Bonjour, Sylvia. Eh bien, mon fils, vous voilà de nouveau dans notre Paris. Un Paris qui sera maintenant ma patrie. Tant qu'il me sera interdit de retourner à Venise. Je vous sais gré de me donner le gîte, car ici plus qu'ailleurs, le logement est de rigueur. C'est toujours par lui que l'on commence par vous juger. Dès qu'il sera publié que je loge chez la grande Sylvia, je gage que toutes les portes me seront ouvertes. Je crains que vous ne surestimiez ma renommée présente, mon ami. Je suis passée de mode. Sylvia n'est plus à ce jour qu'une vieille gloire. Une antique baderne que l'âge abîme de plus en plus. Vous êtes bien cruel avec vous-même. Je vous assure que je suis laide, Giacomo. Laide et faible. Mes forces m'abandonnent. Ma mémoire vacille. À présent, je ne joue sur scène que des rôles que je connais depuis trop longtemps et qui ne sont plus du tout de mon âge. N'est-ce pas une coquetterie bien pathétique de ma part que de vouloir encore jouer les jeunes amoureuses? Il n'y a pas d'âge pour aimer, madame. C'est ce que me disait le vieux Fontenelle il y a peu. Et maintenant, il est mort, ce charmant camarade. Je ne vais pas tarder à le suivre. À Dieu ne plaise. Le plus tard possible. Il est tout de même mort à près de 100 ans. J'espère bien ne pas durer jusque-là. Vieillir, quelle horreur! On croit me complaire en me rebattant les oreilles avec la majesté de la vieillesse. Mais ce ne sont que des foutaises. Le seul privilège de l'âge, jeune homme, c'est que tout le monde meurt autour de soi. Je sens bien que mon heure approche, que la vie me quitte et que je n'ai plus ma place ici-bas. Marivaux, à qui je dois tout, est vieux et malade. Mes anciens compagnons de la comédie ont disparu. Je suis une momie dramatique. La seule qui pourra encore me faire de l'ombre, c'est la reine Cléopâtre. Tant mieux, madame. C'est donc que chez vous, jeunesse et beauté sont éternelles. Il y a au moins une chose qui ne change pas, Casanova. Vous savez toujours parler aux femmes. Approchez. Vous savez, vieille et décatie comme je suis, taisez-vous. Il y a au moins une chose qui peut me donner du réconfort. C'est de m'assurer du bonheur de mes enfants. Et vous savez que je tiens leur autant qu'au vôtre. Dites-moi donc ce que je peux faire pour vous. Mon véritable embarras ne tient qu'aux besoins pressants du moment. Car je n'ai pour parler net ni habits, ni linge. En un mot, rien. Nous y pourvoirons. Avez-vous besoin d'argent? Je peux compter sur la pension que me donne le bravage qui me tient lieu de père à Venise. Ce qui suffira en attendant mieux. Quand on sait se restreindre, on peut vivre à peu de frais tout en faisant bonne figure. Vous avez raison. Mais vous ne devez pas vous en contenter. Vous avez 30 ans passés, Giacomo.
Et le temps file. Vous devez penser à faire fortune. C'est le prix de la liberté et de l'indépendance. Jadis, vous pouviez vous occuper seulement de vos jouissances. Aujourd'hui, il vous faut changer de méthode. Dites-moi ce que je dois faire, et je vous obéirai. Je ne vous apprendrai rien, mon ami, en vous disant que plus on s'approche du soleil, plus on sent les effets bienfaisants de ses émanations. Cela m'étant d'autant plus sensible étant au milieu de l'hiver. Pour parvenir à quelque chose, vous ne devez pas négliger de faire connaissance avec de puissants personnages. En cela, votre ami, l'abbé de Bernice, peut vous servir. Appuyez-vous sur lui pour prendre la couleur de tous ceux à qui il serait intéressant de plaire. Et n'hésitez pas à leur demander des services, ils en sont ravis. Le plus sûr moyen de plaire est de supposer de la bienveillance à qui l'on a affaire. Je suivrai ses conseils, c'est bien. Alors je ne doute pas que vous vous éleviez rapidement. Il est une certaine matière, toutefois, sur laquelle je crains fort pour vous. Et laquelle? Vous êtes une tête chaude, Giacomo, et il importe que vous restiez maître de vous-même. Il faut donc que vous renonciez pour un temps à vos anciennes habitudes et aux prétentions libertines qui pourraient vous faire des ennemis, lesquels ne manqueraient pas de vous représenter aux yeux du monde comme un homme incapable d'occuper des emplois d'importance. Je ne vous dis pas de renoncer pour de bon à ces plaisirs. Vous y reviendrez, une fois votre situation mieux établie. Vous pensez bien. Je serai donc réservé dans ma conduite et mes discours, et cela me vaudra une réputation dont vous aurez lieu de vous louer. Il serait bon aussi que vous fassiez de même sous mon toit. Vous m'avez aidé à prendre des résolutions si bien fondées que vous n'avez point besoin de me mettre en garde. J'ai trop de respect pour vous. Je ne parlais pas de moi, Giacomo. Je ne parlais pas non plus de vous, Sylvia. L'idée que votre fille va se marier suffit à m'arrêter. Ce genre de considération aurait-il obstacle d'ordinaire? Non. Mais, outre que je ne suis pas assez à mon aise pour imaginer que je valusse la peine d'être tenté, je dois vous avouer que je ne pense rien de flatteur à l'égard de Manon, que je trouve égoïste, opiniâtre, colérique, impulsive, autoritaire et intolérante. C'est pourquoi je vous mets en garde, Casanova. Elle ressemble aux femmes pour qui vous avez un faible. En découvrant ce que Manon était devenue, un vrai bijou pour amuser le corps et l'esprit d'un homme, j'en devins amoureux comme je ne l'avais jamais été. Ma chance et mon malheur furent que la fille de Sylvia m'aimait aussi, et qu'elle savait que je l'aimais, quoique je ne lui eusse jamais dit. Elle se gardait bien de le faire connaître, car elle aurait craint de m'encourager et exiger des faveurs, ne se sentant pas assez forte pour me les refuser. Elle appréhendait mon inconstance. Ses parents l'avaient destinée à Clément, qui depuis 3 ans lui enseignait le clavecin et essayait depuis peu de la faire chanter. Monsieur Clément était visiblement amoureux de la jeune Baletti. Celle-ci était ravie que je m'en aperçusse, car elle ne doutait pas que cette certitude ne me forçât à me déclarer, et elle n'avait pas tort.
Vous avez découché, monsieur le libertin. Vous surveillez mes faits et gestes. Je veille à la réputation de cette maison que vous mettez à mal. Ne montrez pas tant vos crocs, petit Cerbère. Je ne fais rien de malhonnête sur votre toit. Et quand vous êtes dehors, Que je sache, ce que je fais dehors ne vous regarde pas. allons, avouez que vous avez passé la nuit avec une de vos conquêtes. J'admire votre clairvoyance. J'avoue en effet que j'étais en compagnie de la plus belle conquête qu'un homme puisse faire. Et vous lui avez tenu compagnie assidûment, j'imagine. Je l'ai chevauché quelques heures, c'est un fait. Ah bah vous ne vous ménagez pas. Vous n'avez pas craint de vous fatiguer? J'ai tout lieu de croire au contraire que ce genre d'exercice ne peut que me faire du bien. Je ne comprends pas les hommes comme vous. Mais quel plaisir pouvez-vous trouver à cela? Il est certaines matières, Manon, à propos desquelles je crois qu'il vaut mieux faire que donner des explications. Oh non. Éclairez-moi, de grâce. Dites-moi par exemple ce que cette créature avec laquelle vous avez passé la nuit a de plus que moi. Nous nous aventurons sur un terrain délicat. Mais, puisqu'il faut vous dire les choses, sachez que cette créature, comme vous l'appelez, a de plus que vous d'irrésistibles yeux doux et complaisants, qui vous regardent, quoi que vous fassiez, comme un bienfaiteur. Il faut donc qu'on vous fasse des yeux de bœuf pour que vous soyez content. Elle a un port de tête altier, majestueux, qui est à la fois plein d'humilité et de gratitude pour qu'il lui monte dessus, et non pas des yeux d'épervier qui vous foudroient. Elle a une poitrine puissante, imposante, des hanches larges et harmonieuses, à la chevauchée. Elle est d'une endurance parfaite et, pour finir, elle a des jambes, que vous dire, qui ne sont pas potelées. Vous n'y connaissez rien. Mes jambes ne sont pas potelées. Vous avez raison, je n'y connais rien en jambes. Chez la femme, c'est d'ailleurs la première chose que j'écarte. J'en ai assez entendu. Ne partez pas sans savoir le meilleur. Cette créature est enfin pourvue Lâchez-moi. de 4 sabots magnifiques. Vous avez passé la nuit avec un cheval. Je vous ai dit que j'avais chevauché. Vous ai-je dit qui ou quoi? Vous avez gagné, je me sens ridicule. Cela ne vous a pas tué jusqu'ici. Cela ne me tuera pas non plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a pris de faire du cheval en pleine nuit? Vous paraissez soucieux. C'est rien. Vous voulez pas me dire? J'étais en place de gravir. Vous avez assisté au supplice du régicide. Je ne peux pas en parler. Pareilles horreurs. Outrage de la nature. Ce qu'il a fait n'appelle aucune miséricorde. Il a mérité de mourir. Méritez de mourir. C'est vous, Manon Baletti, ce que c'est que de voir mourir un homme. Que de voir sa raison s'égarer quand la douleur est trop forte. Savez-vous ce que c'est que de se boucher les oreilles en entendant ces cris déchirants, sortis d'un corps qui n'est plus que la moitié de lui-même? Le savez-vous? Non. Alors ne soyez pas si prompt à juger des crimes et à dispenser des châtiments. Et pourquoi avez-vous regardé si ce spectacle vous déplaisait? Par respect pour le courage de cet homme. Il n'y a que vous pour penser ce genre de choses. C'est vrai. Autour de moi, la foule riait, applaudissait. Je vous demande pardon. On attendait de moi que je fasse entrer la gaieté dans cette maison.
mets à parler comme l'exécuteur des hautes œuvres et que je passe mes nuits dehors. Au reste, que vous importe ce que je fais de mes nuits, puisque vous vous mariez. La chose n'est pas faite encore. Mais elle ne saurait tarder. Assurément. L'heure du berger n'est donc que différée. Certes. En êtes-vous contente? Il le faut bien. Pourquoi ne le serais-je pas? Ma mère le désire ainsi. Vous faites tout ce que votre mère désire? Mais aimez-vous ce monsieur Clément? Quelle question, bien sûr que non. Vous m'étonnez. Je pensais que vous étiez du genre à croire au mariage d'amour et à ce qu'on écrit dans les romans. Qu'allez-vous vous imaginer? Je fais comme les autres. Je me marie sans que l'amour s'en mêle. N'importe quel époux fait mon affaire, il n'a pas besoin d'être mon amant. Ainsi, vous n'aimez pas ce monsieur Clément? Non. Aimeriez-vous quelqu'un d'autre? Est-ce que cela vous concerne? Je suis indiscret. Pardonnez-moi. Parlons donc de choses qui me concernent. Est-ce que vous m'aimez, moi? Mais que voudriez-vous que je vous réponde? Eh oui, pardon. Eh bien, je ne vous répondrai pas, je n'ai pas à vous répondre. Il vous suffit de savoir que mon cœur est engagé. Oh! Ailleurs. J'aurais pourtant voulu savoir à qui vous avez accordé ce trésor. Pourquoi le dirais-je à vous si je n'avais pas dit à lui? Mais si vous deviez le lui faire savoir, à lui, que lui diriez-vous? Je lui dirais que j'aime à Venise, que ma mère le sait, mais elle prétend que je ne serai pas heureuse et que celui qui a mon cœur ne doit pas être mon époux. Votre mère se met-elle toujours au travers de vos affections? Je ne lui en veux pas, elle se trompe peut-être, mais elle m'aime. Que lisiez-vous? Maman Lescaut, Seriez-vous du genre à croire ce qu'on écrit dans les romans, finalement? voulez-vous bien vous taire? Ne me dites pas que vous vous identifiez au personnage. Vous portez le même prénom qu'elle, évidemment, mais enfin... Mon Dieu, je n'ai rien de commun avec cette femme déplorable. Et sachez que mon prénom n'est pas Manon, ce n'est qu'un diminutif. En réalité, je m'appelle Marie-Madeleine. Comme vous savez promettre. À toi, Quoi donc? votre livre. Ai-je parlé d'autre chose? Oh. Perfide, Manon. Perfide. Perfide. Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu'elle ne prétendait point justifier ma perfidie. Certes, c'est émouvant. Que prétendez-vous? Répondis-je alors. Je prétends mourir, me répondit-elle, si vous ne me rendez ce cœur sans lequel il est impossible que je vive. Demande donc ma vie, repris-je, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. Comment voulez-vous que jeunesse ne se perde pas à lire des choses pareilles? Si cela ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à ne pas lire. Quel passage. De la situation tranquille où j'avais été, au mouvement tumultueux que je sentais renaître. Je pris ses mains dans les miennes. Ah, voyons. Je n'étais pas attendu à te retrouver tel que tu es. Que dois-je faire avec cet amour qui croît en mon cœur? Si triste d'attendre que tu veuilles bien le consoler. N'épouse pas cet homme, Manon. Ce monsieur Clément que tu n'aimes pas. Vous êtes sûr que c'est écrit comme ça? Cher Manon, je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi, je le prévois bien, mais
Quelle perte ne serais-je pas consolé par ton amour? Vous avez une façon de lire les romans. Que voulez-vous? Je suis un passionné de littérature. On sent que vous avez une grande bibliothèque. Passons au chapitre suivant, voulez-vous? Non, non, au contraire, n'allons pas plus loin qu'Éline Kipit. Quel dommage. Juste au moment où nous arrivions au nœud dramatique. Cela ne vous est jamais arrivé d'interrompre une lecture? Quand je commence à feuilleter un livre, j'ai pour habitude de l'effeuiller jusqu'au bout. Bah, disons que pour le moment, je mets votre ouvrage à l'index. Sans me vanter, c'est bien la première fois que ça m'arrive. C'est que, voyez-vous, on ne m'a jamais appris à me servir de la table des matières. Mais qu'est-ce qu'on vous a appris chez les bonnes sœurs? Pas ce catéchisme-là. Je peux vous assurer que j'en ai connu dans les couvents de Venise qui n'ont point du tout rougi de cet évangile. Vous avez violé la sainteté de ces lieux? Ah non. Vous savez bien que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. En revanche, vous seriez étonné de la facilité avec laquelle ces saintes vierges savaient se dérober à leur clôture. Eh bien, moi, je n'ai jamais su quitter la mienne. Accepteriez-vous que je vous enseigne ma méthode de lecture? Je suis une fille honnête et je crois mériter le respect. Quelle meilleure preuve de respect que de vouloir vous rendre plus savante? Croyez bien que si un jour quelqu'un doit me faire son écolière, ce ne sera que l'époux auquel je donnerai ma main et mon cœur. Ne me tenez pas rigueur de cet élan de pédagogie. Jamais je n'en serais venu là. Sur le sentiment impérieux que vous m'inspirez. Est-ce une déclaration d'amour? Oui, Manon. Elle n'égale certes pas celle de votre livre, mais elle est sincère. Puis-je croire à ce que vous dites? Avec toute confiance. Mais dites-moi, puis-je espérer que vous m'aimerez? Il m'arrive de rêver que je vous dis que je vous aime. Qu'attendez-vous pour faire de ce rêve une réalité? Je ne crois pas plus aux rêves qu'à ce que d'autres écrivent dans leurs romans. Qu'attendez-vous pour écrire le vôtre? Vous en choisirez vous-même le dénouement? Mais cela dépend de vous. Si cela dépendait de moi, il serait déjà achevé. Il s'achèvera par le mariage. Ce sera le point final. Je préférerais de loin des points de suspension. Mon roman devra se terminer comme ceci. Ils se marièrent et ils eurent Oui, beaucoup. etc., etc. Cette fin est assez banale. Mais quelle sorte d'ouvrage avez-vous en tête? Ce sera un roman épistolaire. Nous l'écrirons à deux, Giacomo. Écrivons-nous tous les jours. Écrivons-nous tous les soirs. Écrivons-nous des mots d'amour, des mots chers et fous connus de nous seuls. Écrivons-nous nos petits riens, nos joies et nos peines, nos espérances et nos regrets. Échangeons-nous tous les jours le meilleur de notre âme. C'est en écrivant que nous ferons mieux connaissance. Et cette correspondance sera notre secret, à tous les deux. Et vous viendrez tous les jours au logis pour souper, et nous ferons comme si de rien n'était. Ce sera donc un roman clandestin que notre ouvrage. Nous n'en parlerons à personne. À personne. Et surtout pas maman. Nous ne ferons ensemble qu'écrire. Rien d'autre. Rien d'autre que voulez-vous dire? Je dois vous avertir qu'écrire n'est pas la seule occupation que je fais de ma main. Vous ne m'en voudrez pas si, en pensant à vous, je l'utilise à d'autres fins. Que voulez-vous dire? Giacomo, ne suis-je pas en train de sentir un relief? Indubitablement.
tranquille après avoir fait fortune en créant une loterie, je me mis à filer le parfait amour avec Manon Baletti, qui me donnait chaque jour quelques nouvelles marques des progrès que je faisais dans son cœur, bien qu'elle ne m'accordât d'autre plaisir avec elle que celui de partager le souper en famille et d'échanger une correspondance. L'amitié et l'estime qui m'attachaient au sien éloignaient de moi toute idée de séduction, mais devenant toujours plus amoureux et ne pensant pas à la demander en mariage, j'avais peine à me rendre compte du but que je me promettais, et je me laissais aller comme un corps inerte qu'un filet d'eau entraîne. Mais quand on se laisse aller à son sort sans décider de soi-même ce qu'il sera, quand on laisse à d'autres le soin de choisir à notre place, nous en sommes en vérité responsables. Dans ce château peuplé de solitude où je suis, je sais aujourd'hui qu'on est toujours l'artisan de son propre malheur. C'est nous qui sommes les auteurs de notre soi-disant destin. Que cherchez-vous, maman? Mère, qu'est-ce qui vous prend de surgir ainsi? C'est vous, au contraire, qui avez surgi, ma fille. Une vraie tornade. Vous m'avez fait peur, je ne m'y attendais pas. Je vois bien que vous vous attendiez à vous trouver seule. Vous m'avez surprise. Voyons, maman, en l'état où vous êtes, vous levez, c'est pure folie. Et vous? Dans quel état vous mettez-vous? J'ai égaré quelque chose et cela me contrarie, voilà tout. Allons, maman. Ne voulez-vous pas retourner vous reposer? Voudriez-vous vous débarrasser de moi? Bien sûr que non. Avez-vous égaré quelque chose d'important? Non, ce n'est rien. Vraiment? Je vous jure. Alors pourquoi êtes-vous si contrariée? Vous allez me trouver bête. Il s'agit d'un mouchoir que j'ai perdu et que je ne retrouve plus. J'aurais pourtant juré l'avoir laissé ici. Ce n'est que cela? Ce n'est que cela. Ce mouchoir vous tire pas mal d'affaires. Pensez ce que vous voudrez. Je retourne dans ma chambre et vous devriez retourner dans la vôtre. Manon, je voudrais vous parler. À quel sujet? Quel écart de conduite ai-je encore commis? Certes, aucun. Vous vivez comme une jeune fille doit vivre. Obéissante à ses parents, aimante pour sa famille et repoussant des galants comme il faut. Vous savez respecter les convenances et sauvegarder les apparences vierges de tout soupçon. Dois-je entendre du reproche derrière ces façons de compliments? Allez, je sais bien à qui vous écrivez le soir dans votre chambre. Et le secret dans lequel vous faites avancer vos affaires ne me sied guère. Je crains que vous ne me poussiez au-delà de ce qui est permis. Ne craignez rien. Je sais me tenir. Et je saurai me préserver. À trop jouer avec le feu, on risque fort de se brûler, ma fille. N'oubliez pas à qui vous avez affaire. À Giacomo Casanova, qui est un homme d'honneur, comme vous le connaissez. Justement, je le connais. Et je sais que
Tout homme d'honneur qu'il est, il n'en est pas moins sensible à la chair. Me croyez-vous naïf? Je sais bien qu'il voudrait que je lui accorde des nourritures plus positives. Aurez-vous le courage de le faire lanterner encore longtemps? Vous me conseillez de céder à ses assauts? Non. Pour son salut et pour le nôtre, je préfère qu'il se soulage de ses fringales auprès des beautés mercenaires qui ornent le trottoir. Mais je préférerais surtout que vous cessiez d'aiguiser son appétit en continuant à le faire espérer de votre amour. Qui me prenez-vous? Vous ne devriez pas laisser traîner de telles lettres maintenant. Donnez-la moi. L'avez-vous lue? J'en ai lu assez. Je n'aime que vous et je veux toujours vous aimer. De quel droit? Si j'ai de l'humeur vis-à-vis de vous, c'est parce que je me figure sottement que vous n'avez plus pour moi cette même tendresse qui fait mon bonheur et qui est la seule chose que je désire. Eh bien, que voyez-vous là de blâmable? N'êtes-vous pas conscient de ce que vous écrivez? Mais ce sont des mots bien innocents. Vous le faites espérer, Manon. Quand vous savez que vous ne céderez rien, combien de temps comptez-vous le faire attendre? Qu'il attende autant qu'il le faudra puisqu'il m'aime. Il vous aime, qu'en savez-vous? Il me l'a dit. Il le dit à toutes les femmes qui veulent bien l'entendre. Vous, une autre, quelle importance? Croyez-vous qu'il reste chaste en vous attendant, Manon? Qu'il hésite à satisfaire ses appétits? Il m'aime. Il m'est fidèle parce que je ne suis pas toutes les femmes. Parce que je ne lui cède qu'en parole. Si je le payais de son amour, je le perdrais. Pour le garder, je nourris le désir qu'il a de me posséder. Or, le désir ne se nourrit que de privation. On ne désire pas ce qu'on possède. Il ne me possède pas. Donc il me désire. Voilà pourquoi je me refuse à lui. Et voilà pourquoi il restera amoureux de moi. Que vous êtes machiavélique. Comme vous vous révélez experte dans les choses de l'amour. Ainsi, je me préserve. Et je me le préserve. Et à quelle issue comptez-vous aboutir? Maintenant que Casa fait fortune, rien ne l'empêche de s'établir. Casanova s'établir. Vous êtes une bête, ma fille. Un mariage. Il n'y a rien au monde qu'il craigne plus que cela. S'il m'aime, il reviendra de ses préventions. Il se peut qu'il vous aime en effet. Mais pas à ce point-là. Fussiez-vous l'amour de sa vie, il ne vous sacrifiera jamais sa liberté. Pourquoi me dites-vous cela? On dirait que vous y prenez intérêt. Vous êtes ma fille. Je vous préviens. Eh bien, je vous sais gré de votre prévenance. Songez à ce qu'il aime. Je sais ce qu'il est. Manon, écoutez-moi. Casanova, c'est le pécheur de Sodome et Gomorrhe. Il cède à tous les plaisirs qui se présentent pour les plaisirs eux-mêmes, et parce qu'il ne sait pas dire non. Il y a tellement de tentations, toutes plus irrésistibles les unes que les autres, qu'il y cède pour ne froisser personne. Quand bien même, s'il m'épouse, il devra m'être fidèle. S'il vous aime, il ne vous épousera pas. Il ne voudra pas vous humilier quand il se montrera volage. Et qui vous dit qu'il le sera? De grâce, ne parlons plus de cela. Manon, à qui croyez-vous avoir affaire? À Tristan, à Bellart, Lancelot du Lac. Eh non, ma fille,
C'est Giacomo Casanova. Pour qui séduire est un devoir bien plus impérieux que les devoirs conjugaux. La chair est vive en lui, et vous n'avez pas lu tous les livres. Pourquoi êtes-vous si cruel avec moi? Pourquoi me traiter de la sorte? Pensez à ce que vous l'écrirez, puisque je ne doute pas que vous l'écrirez encore. Amour trouve un moyen, comme vous l'écrivez si joliment. Ah non! Ah non! Je me suis assoupi et votre mère n'est plus dans son lit. Eh bien, vous êtes là. Allez! Quelle imprudence! Mon Dieu, que vous êtes pâle. Je me porte comme un chat. Vous vous soutenez à peine. Je tiens très bien debout toute seule. Je me retire dans ma chambre. Laissez-moi aller. Je sais encore me tenir. Manon, pensez à ce que je vous ai dit. Pourquoi s'est-elle levée? Elle dort si peu que chaque instant de repos est précieux. Elle a le souffle si léger qu'on sent à peine qu'elle respire. Elle souffre beaucoup, vous savez, même si elle n'en dit mot. Ne la sous-estimez pas. Elle est plus forte que vous ne croyez. Mais pourquoi s'est-elle levée? Comment allez-vous, père? Vous paraissez absent. Au contraire, de cette chambre, je vais très bien. Oh non, je ne voudrais pas que vous preniez mal ce que je viens de dire. Non, je vous comprends. Vous passez beaucoup de temps auprès de maman. Vous avez besoin de respirer. Nul ne peut vivre comme vous le faites, en permanence dans le souci. Je vis dans le silence et la peur maintenant. Je vis à la fois dans l'espérance que votre mère recouvre la santé et dans la lassitude de la voir toujours malade. Dans la souffrance de la voir dans l'état où elle est et le soulagement de la voir parfois apaisée. Dans la douceur des moments avec elle et l'horreur de savoir que tout cela va finir. Depuis que votre mère est malade, c'est comme si j'étouffais peu à peu avec elle. Elle me fait perdre petit à petit l'appétit de la vie. Il faut être fort. Elle a besoin de votre soutien et que vous preniez soin d'elle. Elle a besoin que je prenne soin d'elle. C'est vrai? Il n'y a pas de plus belle occupation que celle-là, vous savez. Prendre soin des autres. Et moi, je suis le plus chanceux de tous, car je prends soin de Sylvia. Je n'y avais pas vraiment songé avant. Je me rends compte à présent que, pour la première fois de notre vie ensemble, je me sens utile à ses côtés. Pour la première fois, elle a vraiment besoin de moi. Elle a toujours eu besoin de vous. Elle vous a toujours aimé. À sa façon, oui. Bon, et moi aussi à la mienne. Quand je l'ai connue, elle était bien jeune. Pas beaucoup plus que vous. Dès que je l'ai vue, j'ai tout fait pour lui plaire. En elle, j'ai tout aimé. Elle était exactement ce que je n'étais pas. Aisée, affable, riante, remplie d'esprit, modeste. Elle avait toutes les qualités pour s'élever de la condition où nous étions. Elle s'est malheureusement mariée avec moi. Père, ne dites pas ça. Manon. J'ai longtemps pensé que je voulais moi aussi faire carrière dans la comédie, que je voulais être reconnu pour mon talent, que je devais jouir d'une renommée égale au grand nom de notre scène, égale au nom de Sylvia. J'avais tort. En réalité, je suis quelqu'un de très simple. Et j'ai juste envie d'être bien aux côtés de ma femme. Cela n'est pas donné à tout le monde de savoir qui on est et ce que l'on veut faire. Les gens passent leur vie à se chercher, à se construire.
Et si jamais ils ne parviennent pas à se trouver et à se réaliser, ils se mettent alors à en vouloir à ceux qui réussissent mieux qu'eux. Quand j'ai compris que je ne serai jamais pour le monde que le mari de Sylvia, une grande déception s'est emparée de moi. Et puis cette déception est devenue de la frustration de la rancœur, et la rancœur de la colère. Et cette colère m'a poussé à faire à votre mère des choses dont je n'ai pas lieu d'être fier. Je m'en ai longtemps voulu d'avoir été ce qu'elle a été et d'être ce qu'elle est. J'ai finalement compris que je n'en voulais en fait qu'à moi-même, de ne pas être à la hauteur. Et aujourd'hui, j'en ai enfin l'occasion. Aujourd'hui, je sais qui je suis et ce que je dois faire. Je suis le mari de Sylvia et je suis là pour prendre soin d'elle. Mon petit papa, savez-vous que je vous aime? Ne l'aurais-je pas su que ce serait toujours bon à savoir. Mais parlons d'autre chose. Avons-nous reçu des nouvelles de notre Casanova? Non. Il est sans doute en train de courir l'Europe. C'est un être singulier que cet homme-là. Et plein de ressources. Je me souviens de son arrivée à Paris. Il ne possédait guère alors que les habits qu'il portait. Et depuis, on l'a vu dans toutes les grandes maisons, roulant carrosse, les mains pleines d'argent et les poches remplies d'or. Si l'on juge des mérites d'un homme par le brillant qui l'entoure, celui-là, assurément, est un soleil. Je plains la femme qui l'épousera. Pourquoi? N'est-il pas devenu un excellent parti? Oh, mais c'est un homme excellent, oui, mais qui est toujours parti. L'oiseau s'envole, mais il retourne toujours au nid. Croyez-moi, celui-ci est un coucou, qui occupe celui des autres sans se soucier d'en bâtir un à soi. Il faudrait qu'il se trouve une épouse qui soit assez habile pour le diriger et le soumettre sans qu'il s'aperçoive de sa suggestion. Mais je doute fort qu'une telle femme existe. Qui sait? Peut-être l'a-t-il déjà trouvé. Il est un vieux dicton qui dit qu'à force de faire route vers l'Est, on finit par rencontrer le soleil. Ce qui veut dire... N'en sais rien du tout. Mais méfiez-vous de Casanova. Pourquoi voulez-vous que je m'en méfie? Pesez ce que serait une vie avec cet homme. Casanova est un soleil, comme votre mère. C'est un être qui prend toute la lumière. À ses côtés, il ne vous resterait que l'ombre à habiter. La question est de savoir si vous seriez prête à vous en contenter. Je vous sais gré de votre avis. Mais vous ne devez pas vous inquiéter à ce sujet. Écoutez-moi. Je sais que je me suis laissé prendre par l'ombre. Et comme vous êtes ma fille, vous êtes bien taillée pour vous laisser prendre de même. Vous êtes enfant de la balle. Et il est notoire que chez nous autres qui faisons profession de jouer la comédie de l'amour, on finit soi-même par être joué par elle. On s'échange des regards éloquents, on se dit des mots pleins d'équivoques, on s'en écrit d'autres qui le sont moins, on se frôle sans se toucher, on s'affole les sens, on éduque peu à peu son âme à ce sentiment délicieux. On croit se divertir et se jouer des personnages qu'on investit. Mais on prend fatalement le divertissement au sérieux, à tel point qu'on croit qu'il devient la réalité. Une lectrice de romans comme vous devrait le comprendre. Mais est-ce que cela vous a empêché de vous marier? Méfiez-vous du mariage, à ce compte-là. Vous n'en retireriez que déception, frustration, rancœur, colère, de la peur aussi. La peur d'être oublié, délaissé, méconnu. Mais il y aurait aussi la satisfaction de prendre soin de quelqu'un.
et de s'en occuper. Vous avez raison. J'ai aimé les femmes à la folie, mais je leur ai toujours préféré ma liberté. Lorsque je me suis trouvé en passe de la sacrifier, je me suis sauvé. Lorsque je me suis trouvé en situation de devoir la contraindre, j'en ai dissuadé mes belles par des rebuffades. Je m'en suis presque toujours félicité. Presque. Car Manon Baletti est la seule pour laquelle je regrette d'avoir agi de la sorte. Mais mon caractère est ainsi fait. Manon me désolait par sa jalousie et ses reproches. Elle ne concevait pas comment je pouvais différer de l'épouser s'il était vrai que je l'aimasse. Elle m'accusait de la tromper. Elle avait raison. Et je m'en défendais en lui retournant ce reproche. Elle se sentait ainsi fautive de ce qu'elle me reprochait. Tu ne devrais pas laisser cela. Ce n'est pas à ton honneur. Eh bien quoi? N'ai-je pas bien marqué que je regrette? N'ai-je pas bien marqué que je t'aimais? Tu as aussi marqué que tu me trompais. Je t'avais promis la chasteté à toi, je ne l'avais pas promise ailleurs. Ça ne m'empêchait pas de t'aimer. Tu n'étais pas dupe de mon amour. Si je l'étais. Moi, j'étais sûre que mon cher Giacomo ne voulait aimer que moi. Vous les femmes, votre manie de l'exclusivité. Pourtant, j'étais prêt à te donner mon cœur pour de bon. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle m'accusait de la tromper. Sa mère mourut dans nos bras. 10 minutes avant d'expirer, elle me recommanda sa fille et je lui promis de l'épouser. Le destin, comme on l'appelle, s'y opposa toujours. Oui, Giacomo. Sylvia atteint maintenant le terme ultime de sa vie. Son long dépérissement lui est à la fin fatal. Souffre-t-elle? Oui. Bien qu'elle veuille laisser paraître le contraire. Elle donne le change pour nous faire croire que son passage se fait sans douleur, que l'absence la gagne peu à peu. Il n'en est rien. Elle a toute sa conscience. Puis-je y parler? Votre visite lui fera plaisir, ainsi qu'à Manon. Regardez-les, la mère et la fille. C'est une étrange piéta en vérité, où l'enfant veille sur le corps de sa mère. Avancez les voir. Comment allez-vous, Mario? C'est aimable de vous en soucier. Personne ne me l'avait demandé. Comme vous devez être malheureux. Comme les pierres, mon ami. Et signé avec cela. Je vais me sentir vieux et inutile désormais.
L'action de ma vie se termine ici. Tout ce que je suis prend fin avec la mort de Sylvia. Je suis en train de mourir. Moi aussi. Ne vous laissez pas aller. Je sais quand la circonstance le mot est malvenue, mais la vie prendra le dessus. Et pour quelle fin? Je vais devenir un vieillard, chaque jour de plus en plus vieux. Je vais tourner en rond comme un système, comme une planète sans soleil, comme un système sans objet. Je sentirai davantage la douleur de mes articulations. J'aurai de plus en plus de mal à marcher. Je perdrai l'habileté de ces mains, qui m'étaient nécessaires que pour Sylvia. Regardez-les. Avec ces mains, j'ai étreint Sylvia. Et j'ai rassuré Sylvia. Avec ces mains, j'ai frappé aussi Sylvia. Et j'ai pris soin de Sylvia. Voyez maintenant, voyez. Ce sont déjà des mains de vieux, elles sont usées, elles perdent leur forme. Elles auraient pourtant pu faire beaucoup de choses encore. Et les voilà désormais inutiles. Quelle aberration. Mon cher ami. Allez, allez maintenant, allez. L'heure n'est pas venue de s'épancher sur moi. Je me retire. Si Sylvia me demande, dites-lui que je ne savais pas quoi faire de mes mains. Oh, mon cher Diaco. Oh, Manon. Oh, j'ai tellement souffert de ne pas vous voir. Manon. Il me semblait me noyer avec ma mère. Mamie. Mais non, je revis puisque vous êtes là. Mais bon, Que j'ai des chagrins pour vous. pourquoi êtes-vous parti si vite? J'ai travaillé à faire fortune. Et cela prend du temps. De vous bâtir le destin que vous méritez. Si vous en êtes d'accord. Ne parlons pas de cela aujourd'hui. Mère est au plus mal. Elle nous entendrait peut-être. Et Dieu sait comment elle le prendrait. J'aimerais pourtant lui donner ce gage de mon affection. Je redoute l'émotion que cela lui donnerait. Elle est si faible. Laissez-moi lui parler en particulier. En Je particulier. vous le demande. N'ayez crainte. Je ne la brusquerai pas. Soyez forte, Manon. Allez réconforter votre père. Il en a besoin. S'il vous plaît. Mon cher Giacomo. Vous pouvez ouvrir les yeux, elle est sortie. Bonjour, Casanova. Bonjour, Sylvia. Bonjour Sylvia. Eh bien, vous ne me demandez pas quel effet cela fait de mourir. Vous ne m'en voudrez pas. Vous êtes aux portes d'un mystère que je ne suis pas pressé de connaître. Je n'ai pas très envie non plus de me faire une opinion là-dessus, voyez-vous. Je trouve assez contrariant d'être obligé d'en arriver là. Savez-vous que Mario n'est pas dupe de votre comédie? Pourquoi se dérober à son affection? Disons qu'il s'agit d'un enfantillage. Je me détache de tout ce qui pourrait me retenir. Le monde, mon logis, mon mari, ma fille. Et même vous, qui venez me visiter exprès pour me rappeler que la
fin est proche. Oui. J'ai une chose essentielle à faire, voyez-vous. La plus importante de ma vie. Je vais mourir. À côté de cela, le reste ne compte pas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être indifférente à la peine de Marion et Manon. J'espère qu'ils vont se détacher aussi et me laisser partir. Mais ils sont têtus, malheureusement, ils s'acharnent. Mario surtout m'étonne. J'ai vécu si longtemps à ses côtés. Pourtant j'ignorais cette force. Je préférerais qu'il se résigne et souffrirait moins. Et Manon? J'ai le souci d'elle pour ce qu'elle souffrira après. J'aurais dû préparer son avenir. Il n'est pas trop tard encore. Je crois que vous avez fait de bonnes affaires en Hollande. Je ne suis pas aussi riche que la rumeur en cours, mais avec ses gains et les revenus de la loterie, je suis désormais en état de m'établir. Le mariage vous siérait fort mal, Giacomo. Il a un parfum de contrainte qui doit rebuter un homme comme vous, habitué à suivre ses envies. Peut-être que mon envie du moment me pousse au contraire à forcer mon propre caractère et à souffrir un peu de contrainte. Vous savez que Manon et moi nous écrivons depuis des mois. Et que je n'ai pas poussé mon avantage avec elle aussi loin que je le fais avec les autres. Je sais. C'est bien ce qui m'inquiète. Cela ne vous ressemble pas. Vous êtes bien capable d'être réellement tombé amoureux. Et quand cela serait? Me croyez-vous capable de faire son malin? Croyez-vous capable de faire votre bonheur? Manon a tout ce qu'un homme peut désirer pour être heureux. Ne vous leurrez pas. Manon est une fille trop exclusive. Si vous l'épousiez, elle deviendrait un dragon. Elle voudra vous soumettre. Et vous serez obligé de supporter une existence bourgeoise, Florent la pantoufle et le pot-au-feu. Je ne crois pas que cela soit ce que vous vouliez. J'avoue que j'ai du mal à vous comprendre. Vous voulez me dissuader d'épouser votre fille? Doutez-vous de la sincérité de mon amour? Non. Je sais que vous êtes sincère. Vous êtes même insincère de tous les instants. C'est l'instant, lui, qui est changeant. Je vous connais bien, Giacomo. Et je sais que vous n'êtes pas homme à indiquer votre indépendance. Craignez-vous que je vive le mariage comme une sorte d'esclavage? N'y a-t-il pas de la bonté à habiter son foyer, à soigner sa fortune et à élever ses enfants? N'avez-vous pas vous-même ainsi vécu une vie agréable? J'ai une vie convenable, mon ami. Je me suis mariée jeune. J'étais fidèle. J'ai eu des enfants. Et j'ai joué en société le rôle que l'on voulait que je joue. Mais si j'avais pu... Je vous assure que j'aurais été une sensuelle, Giacomo. Bien au-delà de ce que les gens s'imaginent. J'ai aimé être belle. J'ai aimé séduire. J'ai aimé le regard que les hommes posaient sur moi. J'aurais voulu les faire jouir, les faire souffrir, les faire attendre, les rendre jaloux, les rendre fous.
J'aurais aimé, avec ardeur, tous les plaisirs que j'aurais pu prendre. De ces plaisirs, je n'ai eu que des reliefs. Et encore, pas dans ma vie conjugale. Je ne les dois qu'au verbe d'un auteur. La mort me chasser d'un théâtre qui m'adressait infiniment, mais où je jouais une pièce qui n'était pas de moi finalement. Les mots de Sylvia, les pensées de Sylvia, le corps de Sylvia resteront pour la postérité les émanations de Marivaux. Vous parlez comme si vous n'aviez jamais été maîtresse de votre vie. Ne jouez pas la vôtre sur un malentendu. Ne vous engagez pas sur un chemin qui ne peut pas vous convenir. Vous pouvez encore écrire votre propre canevas, Casanova. Profitez de toutes les beautés et de tous les plaisirs de la vie. Faites de votre existence une fête de tous les instants. Faites de votre vie une matière de roman, de comédie ou d'épopée, mais soyez-en le directeur. Ne vous attachez jamais. Ce que vous dites n'a aucun sens. Vous voudriez que je vive comme la cigale de la femme. Et vous êtes de la race qui chante autant chaud. Et que me restera-t-il en hiver? Que devient la cigale quand tout ce qui était vert, bon et chaud a disparu? N'ayant rien construit, ne possédant rien, elle finit seule, sans famille, sans personne, oubliée. Oubliez, non. Si La Fontaine la rend immortelle. Soyez votre propre fabuliste, Giacomo. Quand vous aurez vieilli, et que vous sentirez que votre matière s'épuise, quand vous n'aurez plus la force de courir le monde, et que vous ne le comprendrez plus, arrêtez-vous et écrivez votre fable. Vous réaliserez alors que vous ne serez pas seul. Votre vie sera avec vous. Elle vous dictera votre récit. Vous vous rappellerez les plaisirs que vous avez eus. Et vous en jouirez encore une fois. Ce sera comme un registre où vous rendrez compte de votre gestion. Vous déciderez de la trace que vous laisserez. Et vous saisirez peut-être parfois en écrivant ce qui nous dépasse dans la vie, où nous voudrions si fortement ancrer. L'instant fugitif. C'est un bien joli conte que vous me faites, Sylvia. Mais aussi un projet de vie stérile. Vous m'avez dit un jour, vous avez 30 ans passés, et le temps file. Peut-être le temps est-il venu pour moi d'arrêter de courir. Toute ma vie, j'ai cru que c'était mieux ailleurs, là-bas, autrement. Je n'ai jamais visé un point fixe. Je n'ai jamais su regarder vraiment ce qu'il y avait près de moi. Mon seul système était de me laisser aller là où le vent me poussait, et ma seule affaire de cultiver les plaisirs de mes sens. J'étais un enfant, puis un jeune homme. Puis un homme qui a toujours débordé dans l'extrême dans tout ce qu'il a fait. Mais la force de mes sens ne m'a jamais arraché à mes devoirs quand j'en ai eu. Aucun devoir ne vous retient ici. Manon me retient. Vous ne serez pas heureux avec Que elle. vous importe si elle est heureuse avec moi? Votre destin n'est pas celui. Mais mon destin? Qui êtes-vous pour savoir ce qu'est mon destin? Qui êtes-vous pour savoir qui est Casanova? Mieux que Casanova lui-même. D'ailleurs, qui est Casanova? Le savez-vous? Le sais-je moi-même? Est-ce vraiment cet homme que j'ai été et qui, comme un insecte affolé, est allé picorer des semblants d'amour dans les jupons des femmes
pour masquer son impuissance à trouver la paix et le bonheur. Où est cet homme, rongé de doutes et d'anxiété, vulnérable et perdu, entouré? Et solitaire, qui soudain s'est aperçu qu'il avait peur de la solitude et du silence. Vous voyez Casanova tel que les autres le voient, et aussi comme vous le voulez. Un demi-dieu sans contrainte, un libertin, se jouant de toutes les lois et de toutes les bienséances. C'est un homme qui ne vit que dans le regard des autres. Et si en vérité il n'avait rien à voir avec moi, ce Casanova, et si ce pantin on l'aimait finalement plus que moi, Et si cette image, dans laquelle vous voulez me garder enfermé, m'empêchait de trouver l'essentiel? Et vous savez donc, vous, ce qu'est l'essentiel? Ah, dites-le moi. Car pour moi, c'est le moment ou jamais de l'apprendre. Je vais vous décevoir, si bien. Car vous m'allez voir tomber dans une convention. Qu'est-ce qui fait que l'on a envie de vivre? C'est l'argent, la gloire, le pouvoir, la jouissance? Non. Non. La réponse, la seule, c'est l'amour. L'amour pour vos enfants, pour vos amis, pour la vie. Et surtout, l'amour pour cet autre, qui aura à vos côtés une vie entière. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est une paix. Une grande paix. Si on arrive à la trouver, on n'a plus besoin de se perdre. On n'a plus besoin de cette quête effrénée du plaisir. mais il ne faut pas laisser passer sa Et je chance. suis persuadé. Manon est ma chance. C'est pourquoi, c'est bien. Je vous demande de m'accorder sa main. Giacomo, de mon cœur, Pourquoi? parce que je vous connais. Moi aussi, je vous connais. Et je sais que vous n'oserez pas me le refuser devant elle. Je- Manon! Non! Manon. J'ai demandé votre main à votre mère. Elle a dit oui. C'est béni, mes enfants. Soyez bénis, mes enfants. Sylvia m'avait inspiré la plus grande amitié. Je la respectais comme une excellente femme, dont le cœur bienfaisant et les mœurs pures méritaient la considération et l'estime générale. Je restai pendant 3 jours dans la famille, partageant du fond du cœur l'affliction de tous ceux qui la composaient. Vous parlez qui? Laissez-moi tranquille, multotone! Vieux fou! Les mois suivants, je continuais mes amours de même avec Manon. Je courais l'aventure sans voir le temps passer, ni m'apercevoir qu'elle se lassait d'attendre que je l'épousasse. 3 ans plus tard, c'était le jour de Noël. Je reçus de Paris une lettre avec un gros paquet. Elle était de Manon. Je l'ouvris et je crus mourir de douleur quand je lus ceci. Soyez sage et recevez de sang-froid la nouvelle que je vous donne. Ce paquet contient toutes vos lettres et votre portrait. Renvoyez-moi le mien, et si vous avez conservé mes lettres, faites-moi la grâce de les brûler. Je compte sur votre honnêteté. Ne pensez plus à moi. De mon côté, le devoir va m'imposer l'obligation de faire tout mon possible pour vous oublier, car demain, à cette heure, je serai l'épouse de Monsieur Blondel, architecte du roi et membre de son académie. Vous m'obligerez beaucoup si, à votre retour à Paris,
vous avez la bonté de faire semblant de ne point me reconnaître, dans le cas où le hasard me ferait vous rencontrer. La vie aurait dû tourner autrement, Manon. J'aurais dû t'épouser. Tu n'y crois pas toi-même. Nous serions mariés ensemble. Nous ne serions pas comme nous sommes là. Toi dans l'autre monde. Moi seul ici. Et tu ne serais pas celui que tu es, celui que tu as construit pour la postérité. Si tu savais comme je m'en moque. Je n'ai pas le souci de l'avenir. Je ne vis que dans le souvenir. Mais maintenant, que me reste-t-il? Il te reste l'histoire de ta vie, Casanova.